Située entre la chaîne des Rocheuses et l'océan Pacifique, la Colombie-Britannique est la plus occidentale des provinces canadiennes. Accueillant l'une des plus fortes biodiversités au monde, elle est l'un des territoires les plus riches en grande faune où le grizzly règne en maître. La Colombie-Britannique est une terre vaste, majestueuse et plurielle. Cela en fait à plus d'un titre l'une des terres sauvages à préserver. Nous allons parcourir la Colombie-Britannique pour y découvrir 4 de ses écorégions. 4 mondes où la vie a su trouver place et prospérer. Couvrant 10% du Canada et seulement peuplée par 4,5 millions d'habitants, cette province renferme un trésor. L'eau. Très abondante, elle a modelé les paysages et réparti le vivant. Elle est décisive pour l'épanouissement de toute vie. Nous sommes dans l'un des 5 bassins hydrographiques canadiens, celui du Pacifique. Ce bassin versant délimité à l'est par la chaîne des Rocheuses collecte les eaux sur plus d'1 million de kilomètres carrés. Ses principaux fleuves comme le Fraser, le Columbia ou le Yukon cumulent des débits colossaux. Ces cours sont alimentés par les précipitations en provenance de l'océan Pacifique et de la fonte des glaces présentes sur les sommets. Les fleuves se fraient un chemin jusqu'aux estuaires. C'est ce chemin de l'eau qu'empruntent chaque année d'infatigables voyageurs venus migrer jusqu'au cœur du territoire. C'est l'époque du Salmon Run, la remontée des saumons du Pacifique. Et qu'importe que le parcours soit parsemé d'obstacles. La force physique de ces poissons impressionne. Leur force morale également. Elle peut se résumer en un mot: détermination. Après plusieurs années passées en mer, les saumons entreprennent un retour dans leur rivière natale. Ils en ont gardé le souvenir, un souvenir olfactif. L'odeur du cours d'eau, chargé des minéraux qu'il contient, a imprégné leur mémoire. Sans doute, une remarquable capacité à se repérer sur le champ magnétique aide-t-il ces poissons à rejoindre la zone de leur naissance dans les cours supérieures. Si la tâche est ardue, elle en vaut la peine, car c'est le temps du frai, la reproduction chez les saumons. Bien sûr, ces concentrations ne tardent pas à éveiller l'attention des prédateurs. Les saumons vont devoir payer le prix de leur obstination. Car si la rivière est le rêve des salmonidés, le grizzly incarne lui leur pire cauchemar.
justement, les plantigrades sont dans les parages. Ils ont faim et vont à la rivière comme d'autres vont à la poissonnerie du coin. C'est l'époque d'abondance dans les rivières, et les saumons épuisés par leur remontée semblent comme groggy. En fait, ils sont en train de mourir. C'est un banquet à ciel ouvert pour des ours en appétit. Autrefois très abondant dans toute l'Amérique du Nord, le grizzly, identifiable à sa corpulente silhouette et à sa bosse de muscles, ne subsiste plus qu'au nord-ouest du continent. La Colombie-Britannique accueillant à elle seule la moitié de sa population canadienne. Le soin avec lequel cet ours se nourrit tranche passablement avec sa carrure d'athlète. Car sa puissance n'est pas légendaire. Les populations locales qui le connaissent bien disent qu'un grizzly possède 5 mâchoires. Une dans la gueule et 4 au bout des pattes. Nous sommes à la fin de l'été. Et les ours se préparent au long mois d'hiver. Ils doivent doubler leur poids et atteindre pour les mâles les 400 kilos. Ils deviendront comme des tonneaux. À l'époque où les feuilles jaunissent, les ours se spécialisent. La technique consiste à récupérer les parties les plus nourrissantes des poissons. Les œufs des femelles sont convoités en premier. Puis viennent la peau et les muscles du dos riches en gras. Seuls 5 à 10% du poisson sont consommés. La carcasse terminera dans un autre estomac. À sa manière, le grizzly contribue à disperser dans les écosystèmes proches des rivières les éléments nutritifs contenus dans les saumons. Parfaitement à leur aise dans l'eau glacée, les ours vont littéralement se gaver durant plusieurs semaines. Cette stratégie permet de préparer efficacement leur métabolisme en prévision du long hiver qu'ils traverseront, reclus au fond de leur tanière.
Au 19e siècle, le grizzly était présent dans quasiment tous les États américains de l'Ouest. Il en a progressivement disparu pour ne plus occuper aujourd'hui que 2% de son aire d'origine. La Colombie-Britannique constitue donc un refuge bienvenu pour l'espèce. Pourtant, en ce début de 21e siècle, la chasse au trophée y est encore pratiquée. Il serait temps de stopper une fois pour toutes ces abattages d'une autre époque. Pratiques qui satisfont quelques-uns, mais privent le plus grand nombre d'une richesse immense. Autrefois, le chemin de l'eau signifiait l'abondance pour les peuples du Nord-Ouest. Il était emprunté par des millions de saumons, dont le saumon rouge. Le saumon sockeye est l'espèce emblématique parmi les 5 espèces américaines de saumon du Pacifique. C'est aussi le plus menacé. De retour dans l'eau douce, les adultes ont délaissé la livrée argentée qu'ils affichaient dans l'océan. Rouge est désormais leur corps, verte est devenue leur tête. Et pour les mâles, une métamorphose supplémentaire fait pousser une bosse sur leur dos et transforme leur bouche en un bec menaçant. Pour l'occasion du frai, les cours d'eau se transforment en arènes. Les bécards convoitent les femelles avec lesquelles ils souhaitent s'accoupler. La raison d'être de ce bec s'affiche désormais clairement. Il faut savoir tenir son rang et repousser ses rivaux. Par intermittence, la femelle creuse ce qui va devenir sa frayère. Le mâle observe, veille et défend âprement avec sa compagne ce nid de gravier. Mais pour ces amants aquatiques, l'histoire se terminera tragiquement. À bout de force, et après avoir déposé la vie, ils perdront finalement la leur. Changement de décor. Barrant l'humidité en provenance de l'océan Pacifique, la chaîne côtière à l'ouest de la Colombie-Britannique est à l'origine des terres semi-arides du plateau intérieur. Il y règne un climat continental, aux étés chauds et aux hivers plus secs qu'ailleurs dans la province. Des paysages bien différents y prennent place. Les arbres, désormais clairsemés, cèdent par endroits la place à des prairies. Les cours d'eau qui le traversent ont modelé ce décor minéral.
le long de la rivière Chilcootine apparaissent des formations insolites. Sur les falaises de grès friable, les hoodoos sont des cheminées de fées qui s'élancent vers le ciel. Ce terme dérivé de vaudou vient appuyer leur symbolique. Qui les croise ferait preuve de malchance. Composés de roches dures, les hoodoos ont mieux résisté à la lente érosion toujours en cours sur les parois. Couronnant le sommet du canyon, une dune de sable s'est juchée sur les hauteurs sous l'action mécanique du vent soufflant depuis le bas des gorges. Fille d'Éole, la dune de Farwell Canyon est née de la lente accumulation des grains de sable arrachés à cette terre mise à nu. Sur les hauteurs se rencontrent les mouflons de Californie. Ils ont élu domicile dans ces régions sèches et ouvertes. Proches parents du mouflon des Rocheuses, ils en ont conservé les talents de grimpeurs. Parfaitement accommodés à la région, leur troupeau partage les prairies avec un autre ongulé. Le cerf-mulet, un sobriquet soulignant la ressemblance de ses oreilles avec celles des équidés. Dans la grande faune nord-américaine, il est l'animal le plus présent. Cette femelle est en alerte, et la raison de son anxiété se cache dans les buissons. La mise bas de 2 fans témoigne d'un milieu aux conditions favorables et où les ressources ne manquent pas. Ces paysages nous rappellent que là où se trouve l'eau, se trouve la vie. Les animaux de passage savent d'ailleurs pleinement profiter des petits lacs dans les hauteurs. Les pélicans d'Amérique trouvent ici une aire de reproduction idéale. Chaque année, 300 couples rejoignent ce territoire. Ces grands oiseaux blancs sont facilement reconnaissables à leur bec proéminent, pourvu d'une poche qui caractérise l'espèce. Contrairement au pélican brun, son cousin du sud, celui-ci ne plonge pas. Cela explique la technique de pêche adoptée par le groupe. Elle est coopérative, compacte, synchronisée. D'autres montagnards se sont bien acclimatés aux forêts ouvertes de la savane. L'un d'entre eux y survit grâce à la présence d'un arbre au statut malheureusement quelque peu précaire. Le pin ponderosa nourrit le casse-noix d'Amérique qui, de son côté, le lui rend bien. Car l'oiseau plutôt rare dans la région n'en est pas moins le meilleur disséminateur de ses graines. C'est même son meilleur allié. Pouvant stocker plus d'une centaine de graines sous sa langue, le jabot de ce casse-noix trahit son apparente habileté à les récolter. Il les cachera ici ou là, misant sur son excellente mémoire de corvidé pour les récupérer plus tard, lorsque l'hiver frappera. Mais la mémoire du casse-noix est ce qu'elle est, et les graines oubliées par l'oiseau germeront au printemps.
Nous approchons l'extrême sud de la province, dans les vallées de l'Okanagan et du Silmicamen. L'unique région canadienne à héberger un bien curieux désert de poche, petit frère des déserts états-uniens et mexicains situés au sud du continent. Aride et chaud, les précipitations n'y excèdent pas les 300 mm par an, alors que les températures peuvent y dépasser les 40 degrés Celsius. Les steppes arbustives renferment une végétation fortement adaptée au climat. La bigélovie puante, l'armoise et la purchie tridentée s'épanouissent sur ces terrains où poussent des spécimens centenaires. En y regardant de plus près, on y découvre une petite vie peuplée d'arthropodes sans crainte apparente. Ils semblent ignorer qu'au niveau des racines se dissimule un animal redoutable. Concentrant une neurotoxine 15 fois supérieure à celle du crotale, la morsure d'une veuve noire aurait de quoi nous inquiéter. Fort heureusement, l'infime quantité de venin inoculé par l'araignée nous sauve la mise. Mais pour la petite faune du sol, c'est une toute autre histoire. Si la toile de la veuve noire semble désorganisée, il n'en est rien. Elle remplit parfaitement son rôle et piège les individus qui s'y aventurent. Pour la proie, l'histoire se termine toujours tragiquement. Liquéfié puis aspiré. La proximité des lacs, conjuguée à la douceur du climat et au soleil abondant, ont favorisé l'implantation de cultures et de vignobles sur cette terre où la pression foncière s'intensifie. Semblant y trouver son compte, on croise au pied des vignes un petit gallinacé d'allure rondouillarde et portant la huppe. Le colin de Californie. Introduit après 1860 dans la région, il y retrouve peu ou prou les conditions climatiques de son aire d'origine, accolées à son patronyme. Chez les colins, la vie est ainsi rythmée. Lorsque les environs sont sûrs, les groupes vaquent et s'alimentent tranquillement. Mais à la moindre alerte, branle-bas de combat, tout le monde détale. Seul un mâle reste perché tel une sentinelle pour évaluer le niveau du danger. Tant que le guetteur ne donne pas de signal, les autres membres du groupe restent à l'abri. Et chez les colins, l'abnégation n'est pas un vain mot. Un lieu symbolise l'attachement des Amérindiens à cette région. Sur les rives de ce lac tacheté, les chamans y prodiguaient leur médecine. Cette curiosité géologique renferme une forte concentration de minéraux. À la faveur des chaleurs de l'été, lorsque l'eau du lac s'évapore, ne subsiste plus que des mares. Les minéraux qu'elle concentre apportent alors la dernière touche.
Ces terres semi-arides hébergent assurément une vie originale, et ce, malgré la rareté de l'eau. La fragilité de cet improbable désert canadien réclame désormais toute notre attention. Direction la côte Pacifique, sur l'île de Vancouver. Cette île n'est éloignée du continent que par d'étroits chenaux et bras de mer. Parcourue de rivières et marquée par un relief accidenté, elle est couverte d'une forêt dense, parfois même impénétrable. Sa côte ouest reçoit les plus importantes précipitations, cumulant jusqu'à 200 jours de pluie par an. Cela a favorisé l'apparition d'une forêt pluviale tempérée sur l'une des zones non tropicales la plus humide au monde. Ici n'y pousse qu'une faible variété d'arbres. Pruche de l'Ouest, cèdre rouge, tuya géant ou Douglas de Menzies sont les plus fréquents. Dans les sous-bois, la moindre surface libre est recouverte de mousse ou de lichen. Ces organismes prospèrent grâce à un taux d'humidité record dans cette zone. Avec ces conditions climatiques, rien d'étonnant d'y découvrir le plus grand mollusque terrestre du pays. La limace Aryolimax colombianus, c'est son nom scientifique, est plus connue sous le nom de limace banane. C'est plus parlant et en l'observant, on comprend vite pourquoi. Pouvant atteindre 25 cm, c'est un décomposeur qui se nourrit de matière organique inerte très abondante sur le sol de sa forêt. Mais le péché mignon d'Aryolimax demeure les champignons. Pour cela, elle est équipée d'un outil très efficace, la radula. Une rangée de dents comparable à une râpe très dure qu'elle utilise pour venir à bout des plus gros spécimens. À l'origine marine, les limaces ont subi des transformations fascinantes, leur permettant d'évoluer sur la terre ferme. Un poumon, un pied musculeux et un mucus la préservant de la déshydratation. Ce liquide visqueux agit comme un lubrifiant et facilite grandement ses déplacements. Elle semble flotter sur ce tapis gluant et faire fi du moindre obstacle. Assurément, la limace banane a trouvé dans la grande forêt pluviale les parfaites conditions à son épanouissement. La saison des saumons est déjà bien avancée et les cours d'eau prennent désormais des allures de cimetière à poissons. Et que dire de l'odeur qui enveloppe les lieux?
Ce qui est sûr, c'est que les ours noirs n'useront pas longtemps de leur odorat pour repérer la zone. Impossible de la rater. Ces ours sont très communs sur l'île de Vancouver. Et à la différence du continent où ils partagent leur place avec plus gros qu'eux, ici, ils règnent en maître absolu sur l'île tout entière. Pas de grizzly à l'horizon. Essentiellement végétariens, à ce moment-ci de l'année, ils ne rechignent pas devant la pléthore de carcasses. L'occasion fait le larron. La pêche de ces ours se résume donc à une récolte de poissons morts. Mais ils sont délicats et choisissent les pièces les plus faisandées. Un pigargue à tête blanche a suivi la scène. Lui aussi souhaite participer au festin et s'improvise charognard. Toujours en quête d'intimité, les ours noirs quittent les rivières avec leur butin. Ainsi, les restes des poissons qu'ils dispersent fertiliseront le sol de la forêt pluviale, naturellement pauvre en azote. La forêt couvre 60% du territoire de la Colombie-Britannique. Une incroyable ressource naturelle que l'on pensait inépuisable. Sur l'île de Vancouver, 150 ans d'exploitation ont fait payer le prix fort au massif forestier, parmi les plus anciens du pays. La prise en compte de ce trésor a toutefois permis de les préserver partiellement à la coupe de bois. Dans ces forêts anciennes, des spécimens d'arbres hors normes ont été préservés de l'exploitation malgré le prix qu'ils représentent. Comme ce géant, un Douglas de Menzies haut de 70 mètres, sans doute épargné de la coupe par un homme bouleversé par tant de grandeur. Cinq siècles d'une vie végétale auraient pu disparaître en 30 minutes de tronçonnage. Colosse parmi les siens, ce Douglas solitaire nous signifie clairement qu'il serait judicieux de préserver, et pour de bon, nos dernières forêts anciennes. Nous entamons la dernière étape de notre périple. Elle va nous conduire sur les hautes terres de la Colombie-Britannique.
En survolant les étendues montagneuses des cordillères de l'Ouest, on est saisi par la démesure des paysages. Les principales chaînes se nomment côtières, Columbia, Rocheuse, Cassiar. Elles sont toutes orientées dans un axe nord-sud traversant la province. Le jeu des plaques tectoniques en est la cause. La formation de cette barrière naturelle tire son origine des entrailles de la Terre. Par le jeu subtil des forces à l'œuvre sous la croûte terrestre, ces masses de pierre ont jailli il y a 70 millions d'années. À leur sommet trônent les glaciers continentaux. Des masses de glace à l'histoire commune, mais à l'avenir incertain. Il y a 20 000 ans, durant le dernier âge glaciaire, la majeure partie du territoire canadien était recouverte par une épaisseur de glace de plusieurs kilomètres. Il n'a suffi que d'une simple élévation naturelle de 4 degrés Celsius dans la température moyenne de la Terre pour faire reculer ces immenses étendues glacées. Aujourd'hui, le rôle joué par ces champs de glace est capital pour le vivant dans l'Ouest canadien. En retenant l'eau sous forme de glace à leur sommet, les montagnes stockent la neige en hiver puis redistribuent l'eau de fonte en été. Elles sont d'excellents réservoirs pour cette ressource naturelle. Durant l'été, les écosystèmes aquatiques des bassins versants sont dépendants pour moitié de l'eau de fonte en provenance des champs de glace. La majeure partie des espèces qui les peuplent en tirent ainsi subsistance. Le retrait des glaciers observé simultanément sur tous les points du monde laissait penser à une cause globale. Le réchauffement climatique est aujourd'hui clairement identifié. Les glaciers fondent, sous nos yeux, et de manière substantielle. Cela risque de se traduire dans l'Ouest canadien par la perte de 90% de leur volume d'ici la fin du siècle. Les bouleversements liés à leur disparition seront alors nombreux, conséquents et durables. Au vu de notre bref passage sur Terre, il est naturel que nous percevions les montagnes comme éternelles. Mais aussi imposantes soient-elles, elles disparaîtront, usées par l'action du temps. Les zones en contrebas des parois témoignent de cette lente mais régulière usure. Pour la faune, les conditions de vie dans ces pierriers sont rudes et l'altitude n'arrange rien à l'affaire. Pourtant, certains ont choisi ces zones de pierre éboulée pour s'y installer. Les animaux les plus identifiables sont les marmottes des Rocheuses. Parfaitement à leur aise dans ce milieu chaotique, leur métabolisme tranquille leur impose des bains de soleil. Elles jouissent des premiers rayons du jour pour emmagasiner la chaleur. Les marmottes forment des clans familiaux bien soudés et ont une façon bien à elles de se saluer.
Elles reniflent les joues de leurs congénères pour les reconnaître à l'odeur. C'est leur empreinte olfactive. Le sifflement d'un voisin traverse le pierrier. 140 grammes sur la balance et moins de 20 cm du bout du nez jusqu'à la queue, voici le pica d'Amérique, le plus petit lapin du monde. Il est l'un des rares mammifères à pouvoir survivre toute l'année à cette altitude, car contrairement aux marmottes, notre petit montagnard est actif toute l'année. Il vit au-dessus de la ligne des arbres, à 2500 mètres, dans l'étage froid et venteux que l'on nomme alpin. Là ne poussent que les herbes. Mais ça tombe bien. Herbivore patenté, le pica trouve sa nourriture en abondance dans les pelouses alpines bordant les zones de pierriers. À la différence des marmottes qui, pour passer l'hiver, ralentissent leur rythme biologique, notre pica, lui, affronte les rigueurs du climat. Il possède un corps ramassé. C'est un avantage pour conserver la chaleur. Quant à ses petites pattes velues, elles font office de raquettes pour se déplacer sur la neige. Cela semble parfait, mais il y a tout de même un problème. Comment s'alimenter durant les longs mois d'hiver où l'herbe est recouverte d'une épaisse couche de neige? Il semblerait que notre lapin des rochers ait trouvé la parade. À la fin de l'été, il se lance dans la fenaison. Le pica d'Amérique remporte le premier prix des sommets. Les marmottes, elles, n'en reviennent toujours pas. Avec ses courses effrénées à travers le pierrier, le pica enchaîne les rotations à un rythme soutenu. Le choix des plantes est primordial. Il les sélectionne pour leur bonne qualité nutritive. Une fois collecté, il entreprend une nouvelle traversée du pierrier en veillant bien à marquer des pauses. On n'est jamais trop prudent. Il rejoint enfin l'une de ses nombreuses caches. Un repère où il amasse et sèche sa récolte. Et c'est reparti pour un tour. Un vrai forcené. Ce sifflement d'alerte est celui d'une marmotte. Le signal est clair, sauf qu'il peut. Les grizzlies se rencontrent communément depuis le littoral jusqu'aux zones alpines. Aptes à se déplacer sur de longues distances, ces ours peuvent migrer du haut des sommets jusqu'au bas des vallées lorsque les conditions l'imposent. Celui-ci ne fera que traverser la zone, sous les regards vigilants.
L'histoire pourrait s'arrêter là, mais le Pika d'Amérique a quelque chose à nous apprendre. Parfaitement adapté au climat froid des hautes montagnes, son métabolisme n'est à l'inverse pas préparé à la douceur. Exposé à des températures supérieures à 24 degrés Celsius, il meurt. L'élévation observée des températures oblige désormais les pikas à s'élever vers les hauteurs pour retrouver la fraîcheur. Mais la vie sur les pierriers d'altitude est bien différente. Avec moins de ressources alimentaires à la clé, cela risque de mal finir. Prisonniers des sommets, ces petits animaux sont en sursis. Incapables d'entreprendre une quelconque migration vers le nord, déjà leur population décline plus au sud du continent. Le Pika d'Amérique a définitivement rejoint la liste des espèces victimes du réchauffement climatique. Ne pouvant y faire face, il n'y survivra sans doute pas. Notre périple à travers l'Ouest canadien touche à sa fin. En voyageurs avertis, nous devrions retenir les messages de ce monde sauvage, car la nature parle, et nous serions bien avisés de l'écouter. La Colombie-Britannique est une terre exceptionnelle par les milieux qu'elle renferme et la biodiversité qu'elle abrite. Et au regard des menaces qui pèsent sur elle, elle fait assurément partie des dernières terres sauvages à préserver.